Moi, c'est la première fois que je fais cette conférence, alors il y aura peut-être comment dirais-je, j'aurai peut-être quelques difficultés d'élocution. Excusez-moi d'avance, mais je pense que vous êtes des gens sympas et que vous me pardonnerez. Le sujet que je vais vous présenter recouvre plusieurs sujets. D'une part, l'histoire du lait, d'autre part, l'histoire de l'agriculture, et encore d'un autre aspect, l'histoire d'un personnage qui a commencé sa carrière comme marchand de vin et qui s'est entiché d'agriculture et qui a créé cette ferme de 150 vaches laitières à partir de 1872. Donc je l'ai située sur la carte. Elle est ici à peu près à côté de Chaumes-en-Brie. Chaumes-en-Brie se trouve à la bordure, à la limite du plateau Briard. Donc c'était un château qui faisait partie du limès entre la Champagne et l'Île-de-France jusqu'au 14e, 15e siècle. Donc parce que vous avez aussi à côté le château de la Grange-Blénaud qui est le château de Lafayette. Et à côté, vous avez un château royal qui se trouve ici, un peu plus loin. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier d'abord, c'est que le lait est devenu ce qu'il était, commence à devenir ce qu'il est maintenant, à partir du moment où le café est arrivé sur nos tables. La marquise de Sévigné disait « Le lait, Racine passera comme le café. Racine est resté, et le café aussi. Et avec le café est arrivé le lait et le sucre. » Vous voyez, notre belle marquise prend son café avec une tasse de lait, avec un petit, comment dirais-je, une petite... à côté de la cafetière, vous avez un récipient qui contient du lait. Alors, le café, c'est de populariser pendant tout le 19e siècle. Il était produit, si vous savez, à la Martinique et dans les îles, et ça a fait la richesse des territoires des Caraïbes. Et après, le café s'est déplacé la culture du café s'est déplacée vers le Brésil et dans d'autres régions, et en Afrique. Donc, au XIXe siècle, jusqu'au XIXe siècle, le lait était vendu sous les porches des maisons par la laitière et aussi des crèmeries. Vous connaissez tous l'expression « changer de crèmerie ». Hein, c'est que quand le restaurant n'était pas bon, on allait boire ailleurs. Parce qu'en fin de compte, les crèmeries ne distribuaient pas que du lait, ils vendaient aussi des produits alimentaires et servaient de restaurant. Et vous savez aussi l'expression « un café crème ». Un café crème, ce n'est autre chose qu'un café avec du lait. Parce que le lait était tellement trafiqué, on disait à l'époque adultéré, que pour avoir un café vraiment avec de la crème, on demandait un café avec un café crème au lieu de demander un café au lait. Adultéré, c'est le terme utilisé par la profession pour dire trafiqué, c'est-à-dire mouillé, écrémé, etc. Parce que la liste des trafics qui avaient lieu sur le lait était quelque chose d'innommable. Donc, connaître le lait a été un des aspects de la science de la fin du XIXe siècle. Alors d'abord, l'aspect le plus facile, c'est le lait physique, hein, à savoir, on le reconnaît, la pureté du lait à sa couleur, plus ou moins, et à sa densité, avec un aréomètre qui est le galactomètre, qui permet de mesurer la densité du lait. En fonction de ça, on détermine si le lait a été mouillé ou pas. Mais le problème, c'est si vous enlevez la crème du lait et si vous le mouillez, vous rectifiez la densité et donc on ne pouvait pas voir si le lait
a priori, était adultéré ou pas. Ensuite, le lait chimique, qui arrive avec les progrès de la chimie et les analyses chimiques. Et ceci est très important parce que c'est à partir du moment où les chimistes ont réalisé des analyses très nombreuses du lait pris dans des conditions les plus diverses, on a pu savoir dans quelle mesure le lait pouvait être adultéré ou non. Ensuite arrive l'époque pasteurienne. Le lait devient microbiologique parce qu'il a été considéré comme vecteur d'épidémies, de diphtérie, de choléra, etc., de tas de maladies, et même de tuberculose. Donc, on a donc réglé les problèmes microbiologiques du lait. Et à l'heure actuelle, il est devenu moléculaire parce que on connaît maintenant les structures des protéines, on connaît les acides gras, les oméga 12, les oméga 6, les oméga 3, etc. On sait maintenant comment produire plus de lait, mieux, et c'est pour ça que j'ai appelé ça le lait génétique. Mais ça, ce sont d'autres histoires. Donc, le lait physique, donc je vous parlais de l'aréomètre, qui était le galactomètre. Le voilà, c'est tout simple. Le lait chimique. Le lait varie pour un même animal suivant l'alimentation, suivant la saison, et dans une même race, suivant les individus. Et la production du lait varie au cours de l'année, depuis la naissance du veau jusqu'au fait que la vache a été tarie. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que tant qu'on n'avait pas compris les mécanismes scientifiques des contaminations qui ont présidé à la connaissance microbiologique du lait, nos médecins et les gens qui donnaient des conseils en matière d'alimentation des nourrissons préconisaient du lait cru, non bouilli. Il disait c'était un lait vivant, contrairement à un lait bouilli qui était un lait mort. Donc vous comprenez maintenant, a priori, les problèmes. Donc, ce qui avait eu comme conséquence qu'on essayait de donner aux enfants et aux nourrissons du lait le plus proche possible de la traite, hein, à savoir on utilisait les ânesses laitières pour nourrir les enfants abandonnés. Et à l'hôtel de Sens, il y a une autre image qui représente la même scène. Celui-là, c'est à l'hôpital des enfants assistés qui se trouvait à côté de la place d'Enfer Rochereau, à Paris, et qui représente les sœurs qui sont en train de nourrir les enfants directement au pied de l'ânesse. C'était très hygiénique. Et n'oubliez pas que dans une salle où il y avait une série de berceaux dans lesquels on mettait les enfants, et après, quand on les nourrissait, c'était le même biberon qui allait dans toute la salle. Donc, dès qu'il y avait un microbe qui se baladait, la mortalité infantile était devenue catastrophique, c'était les 80%. Les médecins étaient affolés. Vous vous rendez compte de l'importance du problème et l'absence de solution qu'il y avait. Donc, pour produire un lait en grande quantité, il faut produire des aliments en quantité suffisante. Ensuite, quand vous avez vos animaux en production, il ne faut pas qu'ils maigrissent, donc il faut qu'ils soient en bonne santé.
Et donc on leur donne une alimentation. En général, on complémente l'alimentation avec des aliments concentrés, plus concentrés, c'est-à-dire des grains ou des tourteaux, ou etc., ceux que l'on a à sa disposition. Ensuite, pour produire en grande quantité, il faut choisir les animaux. Et au sein d'une même race, comment dirais-je, choisir les animaux les plus productifs. Et en plus, il faut que cette production dure le plus longtemps possible au cours de la lactation. Ensuite, il faut garder les effectifs en bonne santé, parce que dès que vous avez un animal qui est malade, il vaut mieux le mettre en quarantaine ou s'en débarrasser. Alors là, bien sûr, le problème des mammites, qui sont les infections du lait. Il y a le problème de la tuberculose, il y a le problème des fièvres. Bon, c'est un peu important. Il y a plusieurs fièvres qui sont considérées et qui sont importantes. Donc, en plus, après, il faut traire le lait, les vaches. Et il faut transporter et manipuler le lait dans les meilleures conditions possibles, de façon à ce que les contaminations, le lait ne soit pas contaminé lors de ces opérations. Après, il y a la phase de commercialisation. Et ensuite, pour notre ami Louis-Nicolas, dont nous allons parler aussi tout à l'heure, il va y avoir une innovation permanente. À l'heure actuelle, l'innovation permanente, chez les laitiers, c'est un bouchon qui se visse. Hein, alors que, ou bien rajoute de la vitamine D dans le lait et on vous améliore les quantités d'oméga 3. Donc, c'est pas toujours très sérieux. Mais là au niveau, quand Louis-Nicolas a créé cette affaire, c'était par contre, il est obligé d'innover. Voilà le personnage. Là, il était dans les années 1880. Et Louis-Nicolas est allé s'installer à Chaumes-en-Brie, et vers 1870. Il était chasseur, et parce que vous savez que la chasse, c'est le meilleur moyen de créer des liens entre hommes d'affaires. Hein. On se promène et on a le temps de discuter des petits problèmes entre quatre yeux, sans qu'il y ait de cérémonie. La chasse de Louis-Nicolas comment dirais-je, en 72 était encore restreinte. Il apprend que le domaine d'Arcy, qui était une vieille propriété briarde, est à vendre et l'achète. Donc, quitte à faire un investissement, autant le valoriser. Donc, il se lance dans la production de lait, d'autant qu'à cet endroit-là, la terre est mauvaise. Ce sont les terres de la Brie humide. Il y a une assise de glaise en profondeur et les rendements sont très mauvais. Donc, voilà le retour des chasseurs. Et la presse du temps, le journal du Figaro, entre autres, faisait état régulièrement des exploits cynégétiques réalisés à la ferme d'Arcy. Donc la ferme d'Arcy, le domaine d'Arcy de Louis-Nicolas était un endroit, un rendez-vous cynégétique connu. Donc à cette époque-là, on est en pleine révolution scientifique de l'agronomie.
Liebig, Justus von Liebig, vient d'émettre l'hypothèse ou la théorie selon laquelle la plante se nourrit des éléments minéraux qui se trouvent dans le sol et prélève le carbone dans l'atmosphère via un processus qui est la photosynthèse. Donc, d'un autre côté, la microbiologie commence à comprendre que les micro-organismes qui vivent autour de nous, les uns sont utiles et les autres sont nuisibles. Donc, quand tous ces processus issus de la science en mouvement vont être mis en place, on va arriver comme résultat à ce que les routines commencent à être obsolètes et on est obligé à penser progrès. Et il s'avère que Louis Nicolas a été un des acteurs de ce progrès. Au niveau du lait, sa décision de créer une ferme laitière est sans doute venue du fait qu'il a eu plusieurs enfants et son dernier enfant a été le fils dont il avait tant rêvé. Il a eu, très catholique, profondément catholique et homme de progrès, il a eu un certain nombre d'enfants mort-nés et qui sont morts en bas âge. Et le lait était donc une des causes de cette mortalité. Et c'était la raison pour laquelle il a décidé de produire un lait de qualité. Mais il aurait pu devenir marchand de lait, alors qu'il était marchand de vin, parce qu'il avait la structure adaptée pour ça, la structure commerciale. Or, il a continué pendant toute sa vie à produire du lait à partir uniquement le lait de sa ferme, hein, et pas d'ailleurs. Et il a distribué le lait qu'il produisait sur place. Et l'idée pour lui, c'était de vendre ce lait en des récipients cachetés. Alors au début, le lait était vendu tel que, sans traitement. Ça, c'est révolutionnaire parce qu'il a été un des premiers à faire des transports réfrigérés. Et ceci en 1870. Hein, donc on est bien avant. Il est un pionnier en la matière, déjà. Ensuite, là c'est la répartition de l'exploitation. Donc 336 hectares de culture, 126 hectares de bois, et puis comme le parc du château, du domaine, était de 29 hectares. Donc la ferme faisait 492 hectares au total. Alors voilà le plan du château. Ça, c'est le plan avant 1872, avant que Louis Nicolas achète le domaine. Attendez, le petit bidule là, voilà. Alors ça, c'est l'ancien château médiéval qui était en très mauvais état. Ça, c'est le château 18e qui a été construit pour remplacer le château médiéval qui était devenu la ferme vers 1875. Alors donc, attendez, voilà, c'est ça. Alors ça, c'est en bois en plus gros. La ferme, telle qu'elle était avant 1872, et ça, c'était le château. Louis Nicolas fait tout détruire, et il construit cette bâtisse, qui est sympa, certes, mais ça n'a plus l'antiquité de l'autre château. Sans doute, le château était-il en ruine. Voilà, alors, la première chose qu'il a fait, c'est d'organiser, en 1875, le premier, un comice agricole sur son exploitation. Il n'avait pas encore réalisé tous les drainages, toutes les mises en valeur de la propriété, et d'emblée, il se lance là-dedans. Bien sûr, les paysans du coin, ils ont commencé à rigoler.
C'est un Parisien, il va se casser la gueule. Je vous dis pas. Je m'imagine, par contre, la rigolade dans les chaumières. Eh bien, il n'aura pas laissé ce plaisir. Là, la première manifestation qu'il a organisée, il a commencé, il a montré d'abord tout ce qu'il avait été réalisé comme travaux, à savoir le drainage et les premiers bâtiments de la ferme. Alors là, ça, c'est la ferme telle qu'elle existe, telle qu'elle a été conçue. Hein. Donc, c'est une ferme immense avec, déjà, vous avez les vacheries qui sont là. Vous avez la laiterie qui est là. Ici, la maison du chef de culture. L'écurie qui est là. Et des granges. Ici, vous aviez la machinerie avec une machine à vapeur à poste fixe. Là, au milieu de la cour, l'entrée se trouvait ici, hein, par ici, avec la marque pour les animaux. On la reverra de toute façon dans des photos ultérieures. Au milieu de la cour, il y avait d'abord un château d'eau, parce que pour faire du lait, il faut de l'eau, hein, pour laver, et il faut de l'eau de qualité. Là, à partir du moment où vous avez le fumier ici, il ne faut pas du tout compter sur la nappe phréatique superficielle. Elle est souillée avec les salmonelles, avec les Escherichia coli, etc., toutes ces bactéries qui rendent l'eau impropre à la consommation. Donc, Louis-Nicolas avait cherché de l'eau, il en a trouvé en profondeur, à 50 mètres de profondeur. Donc, il pompait l'eau dans les châteaux d'eau, et cette eau était utilisée comme eau courante, à la fois pour refroidir le lait et pour rincer la vaisselle. Alors donc, ici, vous aviez la machine à vapeur qui était à poste fixe, avec laquelle il préparait les aliments du bétail, et il faisait aussi battait les récoltes. Donc, voilà. Alors, voilà l'ensemble des bâtiments tel qu'il était vers 1880. Alors ici, c'est la cour, hein, avec les étables, la maison du chef de culture, l'écurie se trouve là, et juste à côté, c'était la laiterie. Voilà. Et de l'autre côté, par ici, c'était d'autres vacheries. Donc, voilà, ça, ce sont les granges et les vacheries qui se trouvaient sur la gauche, la droite de la cour. Voilà l'extérieur, avec une magnifique charrette à 2 roues. Voilà. Alors, la question de l'eau est essentielle. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait de l'eau propre pour faire du lait, pour produire du lait. Mais d'un autre côté, quand il y a trop d'eau dans les sols, les cultures ne poussent pas. Alors, Louis-Nicolas a fait faire un plan de drainage très complet de toute l'exploitation, et on a retrouvé le plan, et même à Arcy, le propriétaire actuel du domaine a toute la carte qui a été dressée par Louis-Nicolas vers 1872. Voilà, le plan de drainage, hein, avec tous les traits, ce sont des drains de poterie qui ont été posés en une année. Ça n'a pas été sans problème du reste. Alors, j'ai fait un petit agrandissement sur la ferme que vous avez ici, et de chaque côté, vous avez les traits des drains. Et si vous regardez la photo aérienne de l'exploitation, vous retrouvez ces traces. Donc, à l'heure actuelle, le drainage qui a été fait en 1872-73 fonctionne toujours. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez d'abord, c'est que les plantes se nourrissent des aliments, des sels qui sont dans le sol, hein, et que vous avez des plantes qui utilisent les aliments qui sont superficiels, et d'autres, par contre, qui vont les chercher beaucoup plus loin. Vous pouvez vous imaginer qu'un sol imperméable va être impropre à la production de luzerne.
parce que la luzerne a besoin d'aller émettre des racines profondément. Des betteraves, c'est pareil. Les betteraves, ou c'est des carottes, ça, je crois, ou je sais pas quoi. Et qui était aussi utilisé comme fourrage. Hein, à côté, vous avez les betteraves sucrières et les betteraves fourragères. Et ça, c'est les céréales, donc le blé, qui, lui, a des racines beaucoup plus superficielles. Alors, les labours étaient nécessaires et on utilisait donc pour ça la charrue. Ça, c'était la charrue de Brie. À une époque où on avait d'autres charrues que les vieilles charrues traditionnelles, Louis-Nicolas n'a pas utilisé de charrue moderne. Il a continué à utiliser la vieille charrue de Brie qui était avec l'âge en bois et puis un avant-train assez lourd. À l'époque, on commençait à utiliser les labours à la vapeur. Alors donc, avec il fallait compter un certain nombre de chevaux par hectare, hein, un ételage de 2 chevaux pour 14 hectares. On comptait. Une charrue, c'était une ferme d'une charrue dans un terrain limoneux, correct. Bon, alors Louis-Nicolas nous a laissé ces statistiques, donc vous avez les effectifs de chevaux et de bœufs, ça varie, il fallait une 50aine d'animaux pour l'attraction animale, ce qui était assez important, mais il faut comprendre parmi ces chevaux, les animaux qui étaient destinés à transporter le lait dans Paris même. Hein. Voilà. Alors voilà l'intérieur de l'écurie de Louis-Nicolas à Arcy. Au début, quand Louis-Nicolas s'est lancé dans l'aventure, il s'est retrouvé avec le système de production traditionnel et dans lequel seuls les engrais provenant des animaux étaient utilisés. Donc il y avait les fumiers, mais il y a une source d'engrais qui était très très importante, c'était les moutons, le parcage des moutons. Alors le parcage des moutons, on mettait les animaux dans un parc et puis on les laissait une nuit. Ou bien le berger déplaçait le parc au milieu de la nuit. Alors c'était un demi-parc. Alors je ne vous dis pas la quantité d'engrais qui était appliquée au sol, là, on s'en contentait, et c'est la raison pour laquelle les rendements étaient déplorables à l'époque. On a fait mieux après. Alors donc ici, cette carte postale ne correspond pas à la Beauce, à la Brie, mais elle pourrait très bien s'appliquer à notre région. Vous avez ici le parc des moutons et les animaux sont, comment dirais-je, parqués, hein, et la cabane du berger qui est munie de roulettes. Et derrière, c'est le chaulage des terres, hein, et même on voit des agriculteurs qui sont en train, ou des ouvriers, des manouvriers, qui sont en train de dépendre la chaux ou le calcaire sur cette partie de l'exploitation. Voilà. L'autre application des engrais, c'était l'application des fumiers. Donc, tout ça se faisait à la main, bien sûr, et ça commençait à se mécaniser. Donc, rapidement, Louis-Nicolas comprend qu'il est dans une impasse. Le système tel qu'il a été pensé par la tradition, ça ne fonctionne pas, il ne peut pas vivre. Il faut produire plus pour vivre, donc il va être obligé de faire venir des engrais, et il commence par les gadous. Les gadous, ce sont les engrais, les ordures de Paris. Alors, si vous savez, Montreuil-aux-Pêches, Montreuil-sous-Bois, c'est l'endroit le plus pollué de France au niveau des sols. Parce que c'est l'endroit, c'est la commune de France où s'accumulaient toutes les ordures de Paris qui servaient d'engrais,
Mais dans les ordures de Paris, vous aviez des produits, des résidus industriels qui étaient utilisés en même temps que les résidus végétaux, hein, pour que les gadous soient utilisables pour produire des légumes ou pour produire des cultures. Il aurait fallu qu'elles ne contiennent ni mercure, ni autres substances, autres métaux lourds, ni autres substances dangereuses. Or, ce n'était pas du tout le cas. À cette époque-là, on ne connaissait pas tout ça. Et je pense que à l'heure actuelle, si on doit développer la récupération des ordures ménagères d'une grande ville comme la nôtre, il faut penser au tri des ordures d'une façon peut-être encore plus précise que ce qu'on fait à l'heure actuelle, parce que on a réussi maintenant à obliger, à contraindre les industriels à mettre leurs ordures d'un côté. Hein. À l'heure actuelle, il faudrait que les gens en soient conscients. Par exemple, je vais prendre un exemple, quand on vous dit de ne pas mettre de glace avec les verres, ça vient du fait que ce n'est pas les glaces, en fin de compte, qui sont concernées, mais ce sont les miroirs. Et les miroirs étaient au mercure. Hein. Alors, quand vous mettez des glaces au mercure telles qu'elles étaient produites au XIXe siècle, au milieu de verre, vous avez des résidus de mercure dans le verre quand il est fondu de nouveau. Donc, je ne vais pas faire un plaidoyer pour l'environnement, mais il faut que vous sachiez ça, c'est quand même important. Voilà. Alors donc, en 1850, Justus van Liebig avait développé la théorie qui va être reprise par beaucoup de ses successeurs, dans laquelle c'était la théorie des engrais. Et le journal d'agriculture pratique finira vers 1890 à admettre que cette théorie des engrais est la vérité et faire son mea culpa, et que la théorie des fumiers, etc., qui date d'Olivier de Serres et de tous les agronomes anciens, il fallait la remettre en question d'une façon sérieuse. Voilà. Alors donc, les agronomes de cette époque-là commencent à calculer la quantité d'éléments minéraux à fournir au sol en fonction en fonction des besoins de la plante. Alors, appliquer des fumiers, c'est bien, et Louis Nicolas continuait de le faire. Et il a même calculé que sur une période de 30 ans, il appliquait 7 tonnes de fumier par an sur ces terres. Or, pour avoir des rendements normaux, il aurait fallu en appliquer 5 fois plus même. Et donc là, la question est l'origine de ces fumiers. Si ces fumiers viennent de l'exploitation, d'accord, mais c'est impossible. Mais si elles viennent d'ailleurs, c'est qu'on déshabille Paul pour habiller Jacques. Donc, c'est un problème thermodynamique simple. Donc, il y en a un que l'on appauvrit pour enrichir l'autre. Donc, ça ne va pas. Donc, il est arrivé un moment où on a commencé à concevoir l'utilisation de ce qu'ils appelaient les engrais complémentaires, c'est-à-dire qui complémentaient la fumure chimique, la fumure organique. Alors donc, on appliquait, et le fait d'appliquer trop d'engrais a comme effet de provoquer d'engrais organiques. Pour être efficace, un engrais organique doit être métabolisé, hein, c'est-à-dire que c'est l'azote qui est contenu dans l'engrais et la potasse et le phosphore qui est contenu dans l'engrais organique qui sert à la plante.
Donc, il faut faire attention quand on utilise les engrais organiques, de ne pas en mettre trop, parce que la matière organique s'accumule à la surface pour faire ce que l'on appelle, et c'est ce que l'on observe quand vous avez des sols qui sont devenus podzoliques, hein, et ils s'acidifient et vous assistez à une migration en profondeur des éléments comme la potasse, pardon, le calcaire, le calcium et la matière organique pour faire des horizons d'accumulation. Ça pose des problèmes. Alors donc, c'est ce que... Donc, Henri Joly, qui était pharmacien dans les hôpitaux et de... Je ne me rappelle plus où est-ce qu'il était. Bon, ça, on va le voir après. Et il avait développé une théorie avec son collègue Georges Ville. Georges Ville était un fils caché de Napoléon III, qui était directeur de la station d'expérimentale du Muséum d'histoire naturelle à Vincennes. Et Georges Ville a développé toute une expérimentation sur les engrais chimiques et qui a été reprise par la suite et jusqu'à maintenant. Voilà. Alors, au même moment, on met en question les jachères. Les jachères, le repos du sol, ça c'est un concept qui n'a qu'un sens assez limité dans la mesure où le sol ne se repose jamais. Si la terre s'appauvrit, c'est parce qu'on lui a enlevé les éléments nutritifs. Bon, bien sûr, on a compris que maintenant, le fait de répéter un certain nombre de fois de la culture, une même culture sur elle-même, il y avait quelques problèmes phytosanitaires qui se produisaient. Mais ce n'est pas ça qui a empêché de faire des blés sur blé. Et Louis Nicolas et son complice ont montré qu'on pouvait faire 10 ans de suite des blés sans qu'il y ait aucun problème, à condition qu'on apporte les bonnes quantités d'engrais. Alors, l'engrais riche de Bondy, ça, ce sont l'engrais qui provenaient des fosses d'aisance de Paris qui étaient traitées à l'est de Paris, dans une zone qui est encore à l'heure actuelle considérée comme un des endroits les plus pollués de France. Si vous regardez sur la carte, sur la nationale, je ne me rappelle plus, qui remonte vers l'est, elle existe toujours et c'est un endroit, c'est un no man's land depuis le 19e siècle. Alors, l'épandage des lisiers qui pose problème d'odeur à nos compatriotes citadins quand ils vont à la campagne. Là, c'est plus facile. Certains engrais étaient appliqués déjà sous forme granulée. Donc, un autre problème auquel Louis Nicolas a fait face, c'était les mauvaises herbes, les adventices. Les adventices, il envoyait les femmes couper les sanves, c'est-à-dire les moutardes, dans les champs. Et il est même très content parce qu'il a trouvé que, au bout d'un certain temps, au bout de quelques années, il était arrivé à diminuer le nombre de mauvaises herbes qui poussaient sur ces cultures. Voilà. Donc, ce diagramme vous montre la répartition des cultures. Donc, les cultures qui étaient pratiquées à Arcy, du blé, du seigle, de l'avoine, des betteraves, des carottes, des pommes de terre et des choux. Et comme prairie artificielle, la luzerne, du trèfle et de la minette. Donc, et il y avait une petite surface en prairie naturelle qui était utilisée non pas comme pour alimenter les animaux, mais qui était surtout une aire dans laquelle les animaux allaient faire un peu se délasser. Donc, les blés provenaient des grandes maisons de semences telles que Villemorin,
Andrieux, qui existe toujours à l'heure actuelle. Alors, donc les variétés de blé étaient immenses, elles faisaient plus d'1,50 m de haut, à l'heure actuelle, elles font souvent pas plus de 80 cm. On avait besoin de la paille, on s'en servait pour faire les litières, alors que maintenant on n'a plus besoin de paille. Et donc on pourrait s'en resservir si on voulait, dans le cadre d'une politique de réutilisation des résidus de culture pour en faire du gaz, la méthanisation par exemple. Alors donc, Louis-Nicolas a très peu cultivé de maïs. Il en a cultivé, certes, mais il préférait, à cause du fait que l'ensilage de maïs, il avait observé qu'il donnait un mauvais goût au lait. En fin de compte, un de ses collègues qui habitait à côté, Ardon, lui, par contre, il l'utilisait sans problème. Donc, à cette époque-là, la question était controversée. Elle l'est toujours à l'heure actuelle. Dans certaines régions de France, on interdit aux producteurs de lait d'utiliser l'ensilage de maïs. Et quand il est bien fait, il ne pose aucun problème. Alors, donc voilà, les betteraves qui étaient utilisées à Arcy, ce sont les betteraves qui sont en haut, ce sont les betteraves qui sont fourragères. En dessous, c'est les betteraves sucrières qui ont une forme légèrement différente, qui piquent beaucoup plus, qui ont des racines qui vont beaucoup plus profondément. Alors donc le coupe-racine qui transformait les betteraves en cossettes qui étaient données, mélangées avec de la paille hachée, et ou du son, et on laissait ça fermenter pendant une nuit, et le lendemain, l'appétence des animaux pour ce type d'aliment était améliorée. Une question s'est posée tout à l'heure au niveau des engrais. À l'époque, on a découvert que le phosphore jouait un rôle important comme engrais. Or, vous le savez, le phosphore est un constituant du corps des mammifères et des animaux. On le trouve dans les os, on le trouve comme agent, comment dirais-je, c'est lui qui fait partie de l'ADN et de l'ARN, les acides nucléiques. On le trouve comme à l'origine des transferts d'énergie dans les plantes et dans les animaux. Donc le phosphore a un rôle capital. Une absence de phosphore chez l'enfant provoque un rachitisme et l'ostéoclastie, l'ostéomalacie. Ça a été reconnu. Donc Louis-Nicolas s'est dit, chic, avec mon lait, je vais vendre un lait spécial, de bonne qualité, et je vais rajouter du phosphore. Mais ça s'est avéré inefficace, complètement inefficace, parce que le phosphore rajouté directement au lait n'est pas assimilé par l'organisme animal. Alors il a fait ça d'une autre façon. Il s'est dit, bon, on va mettre ça dans l'alimentation des végétaux que l'on donne aux animaux. Et ça a donné ceci, du lait phosphaté. Mais ça ne marchait pas beaucoup mieux, mais ce n'est qu'un demi-mensonge. Louis-Nicolas a continué à persévérer en prétendant que son lait était meilleur que celui des autres qui recevaient, et dont les vaches ne recevaient pas d'alimentation phosphatée. Voilà, pardonnons-lui. Alors, le problème de l'alimentation des animaux, c'est qu'elle soit économique. Donc, il faut produire en quantité quelque chose le moins cher possible et de la meilleure qualité possible. Donc, au moment où les animaux commencent à souffrir de la faim et qu'ils commencent à maigrir, il faut vite penser à améliorer la ration.
on a amélioré la ration en leur donnant des céréales, hein, ou bien en leur donnant des produits moins chers qui contenaient des, des aliments protéiques et des glucides. Ce sont en général les tourteaux d'oléagineux. Alors, en l'occurrence, c'était le tourteau de coton qui était très utilisé. Mais le problème des tourteaux, c'est que vous avez des fermentations parasites qui peuvent se développer et la formation de toxines, dont l'aflatoxine, qui sont des substances qui sont très toxiques et qu'il vaut mieux éviter. Ça, on l'a découvert par la suite. Mais Louis Nicolas utilisait des tourteaux de coton. Et il utilisait aussi comme aliment du bétail des coques de cacao, parce que son ami Meunier, le fameux chocolatier, était à Noisiel, pas loin. Alors, à Noisiel, Meunier avait sa ferme, et il se débarrassait des coques de cacao en l'envoyant à son ami Louis Nicolas. Alors donc, à l'heure actuelle, on continue à utiliser les coques de cacao comme aliment du bétail. Mais on s'est rendu compte que ça n'apportait rien au niveau alimentation, mais par contre, la théobromine qui est contenue dans le cacao et dans le chocolat, c'est le produit qui vous donne, comment dirais-je, qui rend heureux, hein, voilà. Le théobromine rendait aussi les vaches heureuses. Alors donc, c'était bénéfique. À l'heure actuelle, on se sert beaucoup moins, on se sert dans certaines régions des coques de cacao comme aliment du bétail, mais on s'en sert surtout comme en jardinerie comme faire un mulch. Alors donc, voilà, ça c'était un exemple de ration en été et en hiver à base de coques de cacao et pour les vaches. Alors le choix des animaux. Alors à l'époque, choisir des animaux, c'était tout un art parce qu'il n'y avait pas de... c'était le pifomètre. Il y avait bien une méthode qui s'appelait la méthode Guénon. C'était la physiognomie appliquée à la vache laitière. Alors, ce qui était intéressant, c'était la plage qui se trouve entre l'anus et l'orifice urinaire de la vache. Donc, la façon dont était disposé l'épi de poil à cet endroit-là déterminait si la vache était une bonne laitière ou pas. Alors là, mais ça a fonctionné pendant 50 ans. Hein. Guénon a développé sa méthode vers 1840 et à la fin du siècle, ça marchait toujours. Mais en fin de compte, j'ai l'impression que le savoir-faire des éleveurs et des maquignons était plus efficace que la méthode Guénon. Alors donc... oui, alors là, c'était la production des animaux. Là, il a donné la production des moyennes des vaches. Alors, il commence à 7 litres par vache et il finit en 1889 à 10 litres et demi. À l'heure actuelle... À l'heure actuelle, la moyenne d'une vache est de 27 litres. Hein, ça, c'est en 2017. Voilà. Vous voyez que la productivité des animaux a drôlement augmenté. Hein. Et ceci, c'est lié surtout à la sélection génétique stricte et au contrôle laitier. Et donc voilà une des vacheries de 50 vaches de Louis Nicolas. Il avait de belles normandes. Il a commencé par les normandes qui étaient des animaux qui donnaient un taux butyreux le plus assez élevé.
hein. Donc on ne pouvait pas l'accuser de mouiller le lait s'il utilisait ce type de vache. Voilà, alors ça, ce sont ces Normandes là, qu'il a à l'étang qui se trouve juste en face de l'entrée de la ferme. Voilà, et voilà. Le voilà l'étang. Alors, il a adopté par la suite les jersiaises, ces petites vaches de l'île de Jersey sont très laitières. Elles donnent une production par individu qui était un peu moindre que les Normandes, mais un lait très beurrier. Et comme elles sont de petit format, elles étaient plus, comment dirais-je, elles étaient plus faciles à nourrir et elles étaient plus économiques. À titre de détail, Louis-Nicolas, je n'ai pas retrouvé de trace de l'utilisation de machines à traire. Donc là, à l'époque, on commençait à s'en préoccuper de la traite mécanique, ou pneumatique plutôt. Alors voilà un taureau jersiais, de race jersiaise. Alors donc, et vous voyez, voilà, lait de vache jersiaise. Donc ça, c'est une publicité dans un journal qui date de 1892. Donc il se servait de ça comme il le vendait plus cher, son lait de 10 centimes de plus. Hein, tenez, 1 franc le litre, hein, et puis le lait, c'était un peu moins cher. Car, voilà, c'est ça, 70 centimes, 30 centimes de moins. Voilà, alors, il a aussi utilisé comme race la brune des Alpes. La brune des Alpes, c'est la Schwytz, son autre nom. Une race qui était préconisée par l'école de Grignon à l'époque. Bon, la race Schwytz, elle existe toujours. C'est une race qui est très populaire parmi les éleveurs en Bourgogne. Et elle a de très beaux yeux, du reste. C'est un animal qui est aussi beau que la jersiaise. Et voilà les belles, le troupeau de Schwytz, de Brune des Alpes, de la ferme d'Arcy. Alors donc, Louis-Nicolas s'est lancé dans la sélection de ces animaux parce qu'il ne faisait pas d'élevage. L'Île-de-France n'a jamais été à cette époque-là un pays d'élevage. Ils achetaient ces animaux dans les régions où on pratiquait l'élevage. Et oui, alors donc, il les achetait en Normandie, entre autres, et je crois même qu'il avait un endroit où il avait acheté une prairie pour, quand il avait des animaux, il restait là-bas quelque temps avant de partir en Île-de-France. Donc, mais imaginez-vous que ces animaux, autrefois, allaient à pied des régions d'élevage jusque dans les régions où le lait était produit. Hein, quand vous aviez toutes les vaches en Île-de-France et que les vaches venaient de Normandie et qu'il n'y avait pas de chemin de fer, à partir de 1840, le chemin de fer est arrivé, ça a simplifié les transports des animaux. Alors donc, Louis-Nicolas est un des premiers à utiliser le contrôle laitier pour faire le tri parmi les vaches qu'il fait rentrer sur l'exploitation. Alors donc, et ça c'est un exemple de fiche qu'il donne avec la production de lait en fonction du mois, hein, et le nom de la vache, sa filiation et la période où il est arrivé. Alors donc, il y avait un problème, c'est que pendant l'été, le lait se conserve mal et les Parisiens vont en vacances. Que faire? Il n'y avait qu'une seule possibilité, c'était de programmer la production laitière de façon à ce que les animaux vèlent en automne, hein, et puis que l'été, on se débarrasse le plus possible des animaux. Alors donc, c'était un peu ce qu'il faisait, et les animaux restaient en fin de compte 1 ou 2 ans, sauf les meilleures vaches, qui restaient plusieurs années.
Comme ça, il arrivait à ajuster la production à la demande. Alors, il y a une question aussi qui est récurrente en matière d'élevage à l'heure actuelle, c'est le bien-être animal. Alors là, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer un tableau de Troyon qui se trouve au Louvre. C'est la vache qui se gratte. Et vous avez la version moderne de cette vache qui se gratte. Là, c'est une Montbéliarde, elle est magnifique. Et elle n'a rien trouvé de mieux. Hein, et puis, elles demandent ça. Hein, elles sont heureuses. Alors, donc, la vache qui se gratte, si les vaches se sentent bien, elles produisent bien. Et ça, les agriculteurs le savent. Et Louis-Nicolas en était tellement conscient qu'il s'était rendu compte que lorsqu'il organisait des visites promotionnelles les week-ends à Arcy et qu'il y avait des visiteurs qui venaient de Paris en train pour visiter l'exploitation, hein, parce que c'était une façon d'assurer sa publicité, les vaches étaient perturbées et la production baissait. Et le lendemain, quand les vaches étaient redevenues tranquilles, la production remontait. Donc, il suffisait de pas grand-chose pour perturber la vie de l'étable. Alors, donc, on produit du lait avec des animaux de qualité, dans des conditions propres, en trayant les animaux dans des meilleures conditions et en faisant la mise en bouteille dans les conditions les plus propres possibles. Là, ici, vous avez le lait qui est réfrigéré et qui est mis en bouteille. Et donc, Louis-Nicolas avait couvert de marbre blanc sa laiterie et il avait développé un verre opalin pour des récipients en verre opalin fermés par une fermeture scellée, hein, pour vendre son lait. Et avide de progrès, dès 1895, il avait introduit l'électricité dans la ferme. Alors voilà la fermeture d'une bouteille de la ferme d'Arcy. Si j'avais pu, je vous en aurais emmené. Parce que j'ai une bouteille de lait comme ça, et puis j'ai aussi un petit pot de crème que j'ai récupéré dans mes pérégrinations. Et je vous aurais montré les bouteilles du lait d'Arcy de l'époque. Ah non, c'est... Voilà. Alors donc le lait, voilà la bouteille de lait de Louis-Nicolas et le petit pot de crème. Alors le lait a été transporté dans des carrioles à la gare de Verneuil, qui est à côté, et il était mis dans des wagons réfrigérés et transporté dans des paniers comme ceux que vous avez ici. Donc, et à Paris, le lait était transporté dans les dépôts à l'aide de véhicules à cheval, et à partir des dépôts et des magasins, c'était un livreur qui transportait le lait d'Arcy avec sa petite carriole. Et il n'y a pas que eux qui faisaient ça. Alors, je vous signale qu'entre le dépôt, dans la plupart des cas, quand ce n'était pas chez des laitiers qui étaient très sérieux, le lait subissait un mouillage avant d'arriver à la gare, il subissait un autre mouillage avant d'arriver au magasin, et puis après, en montant l'escalier, il y avait un troisième mouillage. Donc le lait était mouillé à tous les étages. Autre chose qui est très amusant, j'ai retrouvé la trace de vers 1880 d'une fontaine au Batignolles qu'on avait baptisée Louise la laitière.
un jour, il y a eu une descente de la police et on a contrôlé les gens qui passaient. Le lait qui arrivait était non dilué et après Louise la laitière, il était dilué. Et ça, c'était bien connu. Donc, ça, c'est le marché parisien et la production de Louis Nicolas. Vous voyez, il a commencé. Hop là, zut, c'est raté. Il a commencé par produire en une année 80 000 litres de lait les premières années. Et à la fin, il arrive à peu près 500 000 litres vers 1890. Voilà, c'est ça, 1900. Or, c'était en un jour, la consommation de Paris était de 1 million de litres par jour. Donc c'était une fraction infime de la consommation parisienne qu'il pouvait produire avec ses 150 à 200 vaches. Voilà. Alors, donc, innovation permanente. Alors, donc, on a vu le lait phosphaté. On a vu que les vaches étaient des Jersiaises, des Brunes des Alpes et des Normandes. Donc, à chaque fois, il a cherché à améliorer. Ensuite, Louis Nicolas est passé à essayer de... il y a une technique qui était à la mode, c'était l'ovarectomie. On enlevait les ovaires des vaches de façon à ce que, quand elles étaient en train de produire le lait, et cela prolongeait la lactation des animaux. Or, si on faisait ça dans des conditions pas aseptiques, comment dirais-je, pas aseptiques plutôt, il y avait des risques d'infection. Et en fin de compte, au bout de quelques essais, et ça, c'est ça qui est fort chez Nicolas, c'est qu'il testait avant d'adopter, testait une méthode nouvelle avant de l'adopter. Il a cessé d'utiliser la méthode, et à tel point que celui qui fait le compte-rendu de l'essai tenté chez Nicolas dit qu'on ne l'y reprendrait plus, comme la fable de La Fontaine. Voilà. Alors, donc, ensuite, le lait, alors arrive l'époque du lait stérilisé. Jusqu'à vers 1890, le lait de Nicolas était du lait non bouilli, sauf quand il faisait très chaud. Et il était réfrigéré et envoyé le plus rapidement possible à Paris sans être transformé. On démontre que vers 1890 que le lait stérilisé est meilleur pour la santé. Donc il va le lancer. Et il va lancer aussi une opération, le lait maternisé. Il va appeler ça le lait maternel, mais on va lui dire non, 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 c'est pas du lait maternel, c'est du lait de vache dans lequel vous avez mis du sucre et de l'eau pour le rendre digeste pour les enfants. Donc, et il a appelé ça lait... comment dirais-je, lait maternisé. Alors le lait stérilisé, oui. Vous avez déjà dépassé. Ah bon. Alors donc, oui, on va aller à ce moment-là assez vite. Alors l'aventure du lait stérilisé mérite une mention particulière parce que le lait stérilisé de Louis Nicolas, il a été le premier à vendre son lait stérilisé sur le marché parisien. Et les essais qu'il a réalisés en 1890 ont été très concluants. Il a fait envoyer par bateau une caisse en Argentine, et cette caisse est revenue, et il y a eu dégustation, et tout le monde s'est reconnu à dire que le lait n'avait pas changé de goût, et qu'il était resté excellent. Et en 1893, lors de l'exposition universelle de Chicago, Louis Nicolas a envoyé à son ami Vassilière, qui était l'inspecteur général d'agriculture, un échantillon de ce lait, et il a été dégusté là-bas, excellent, etc. Donc le lait, voilà le bateau qui avait transporté le lait le Rio Negro en Argentine. Voilà l'exposition de...
Voilà, le lait maternisé dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Alors, du lait réfrigéré plutôt que pasteurisé. Donc, l'histoire du lait pasteurisé, c'est une question que vous m'auriez sûrement posée. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé du lait pasteurisé ? Le lait pasteurisé est arrivé par la suite parce que la pasteurisation, elle se faisait dans des conditions qui étaient trop aléatoires. À partir du moment où la chaîne du froid n'est pas respectée. Il valait mieux respecter la chaîne du froid pour obtenir, entre la production et la consommation, un lait de qualité assurée, plutôt que de pasteuriser quelque chose qu'on ne connaît pas, parce que si vous pasteurisez un bouillon de culture, ça restera toujours un bouillon de culture et ce sera infâme. Hein. Donc, et si vous le refroidissez, ça restera encore infâme. Donc, Louis-Nicolas avait compris que ce système ne fonctionnait pas. Ça a commencé à fonctionner à partir du moment où on a compris le fait que la pasteurisation détruisait les bactéries pathogènes qui se trouvent dans le lait, dont le bacille de la tuberculose. Après, on a compris que cela freinait le processus de tourne du lait, et c'est à ce moment-là que ce processus s'est généralisé à partir du moment. Et ça, c'est le rôle très important de l'industrie, parce que cela ne peut se faire que dans de grandes quantités. Si vous faites ça dans des petites quantités, à l'époque du moins, c'était impossible. Maintenant, ça a changé parce que si vous voulez, on peut faire du lait pasteurisé dans des conditions d'hygiène tout à fait acceptables pour les consommateurs. De même que vous pouvez acheter du lait cru en toute tranquillité parce qu'il y a des contrôles qui sont faits et parce que la chaîne du froid est respectée. Voilà, je crois que ça pourrait aller plus loin. Hein. Je conclus. Le lait, achetez du lait, buvez du lait. C'est un produit sain. Moi, j'ai la chance d'habiter juste à côté d'une ferme où tous les soirs, on peut aller chercher le lait bourru tel qu'il sort du pis. Ça, c'est un avantage inestimable. Voilà. Alors, mettez la vie à la campagne. La vie à la campagne, hein, comme disait Alphonse Allais, c'est pas facile. Mais je vous remercie de votre attention. Merci à vous pour cette présentation qui nous a permis de voir le lait du Pied de la Vache à la bouteille. Et donc, on a un petit temps, même si on a beaucoup débordé. Il nous reste un petit peu de temps pour les questions. Bonjour. Je voudrais savoir à cette époque, comment on réfrigérait les wagons ? Est-ce que les appareils avaient déjà été inventés ou est-ce que c'était des wagons remplis de glace Alors, effectivement, la question est excellente. Il y avait des photos qui auraient complémenté votre question. À l'époque, à la ferme d'Arcy, au domaine d'Arcy, au château d'Arcy, il y a une glacière. On y conservait la glace provenant de l'étang qui était à proximité. Et de plus, à côté de la gare de l'Est, il devait y avoir une fabrique de glace. Et avec les processus, le gaz qui liquéfiait était de l'ammoniac, et qui compressait, qui était de l'ammoniac, je crois. Et on produisait de la glace qui était transportée quand les wagons revenaient à vide de Paris. Donc c'était déjà inventé, les machines. Ah oui, bien sûr. C'est inventé quand, les machines à glace ? Vous avez une idée ? Vers 1850. Une autre question ? Olivier, tu nous as dit qu'il y a eu 500 000 litres de lait en 1900. Est-ce que c'est bien avec 150 vaches laitières ? Oui, à comparer pour l'année. Hein. À comparer en 1874 à 80 000 litres, voilà. Aussi avec 150, oui. Toujours avec 150 vaches. Non, beaucoup moins. Ouais, c'est ça. Tu n'as Beaucoup pas moins. l'effectif au départ. Voilà, c'est ça. À la création, tu n'as pas l'effectif. Ah oui, il y avait une quarantaine de vaches à la création. On a souvent l'impression que nos ancêtres étaient un peu
idiot par rapport à ce que nous sommes maintenant, très intelligents, mais j'ai beaucoup de peine à comprendre qu'ils ne connaissaient pas le danger du mercure, de l'arsenic, et que c'était jeté comme ça sur les épandages, et que même la haute aristocratie, la bourgeoisie, mangeait ce qui venait. J'ai beaucoup de peine à le croire. Alors comment on explique... Gabrielle d'Estrée, elle est morte d'un empoisonnement alors. Elle s'en servait comme de l'or, comme un produit soi-disant rajeunissant. Hein, on utilisait les sels de plomb comme phare. Phare, F-A-R-D. Non, pour... Alors donc, le mercure a été utilisé comme produit pour lutter contre... c'est des produits qui ont des produits propriétés fongicides très connues. Hein. Par exemple, il n'y a pas tellement longtemps, on s'en servait en traitement de semences. Vous vous rappelez l'histoire du mal de... comment il y a eu des gens qui ont consommé des semences traitées au mercure il y a une soixantaine d'années, hein, et il y a eu des accidents très très graves qui ont eu lieu en France, dans la vallée du Rhône, à cause du mercure, de traitement de semences qui avaient été déviées de leur but originel. Et il y en a eu même du blé d'Europe qui a été envoyés en Irak et dans les pays arabes et qui ont provoqué des accidents très très graves. Et l'histoire des métaux comme ça, je vous signale que j'ai retrouvé la trace de l'utilisation du radium comme produit qu'on utilise, oui, pour le visage, pour les montres. Donc oui, bon, d'accord. Oui. C'était et l'antimoine s'en servait comme médicament contre les maladies vénériennes. Hein, c'est très toxique aussi. Une autre question ? S'il n'y a plus de questions, il nous reste à vous remercier d'être venu aujourd'hui et de nous avoir fait venir depuis l'Île-de-France jusqu'à Paris avec les wagons de lait. Merci beaucoup.